Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. À l'heure où l'intelligence artificielle générale représente un futur non seulement possible mais proche, KTO Radio propose une émission sur un théologien du siècle dernier, dont les thèses philosophiques rejoignent, en un certain sens, les théories transhumanistes. Pour découvrir Teilhard de Chardin, Régis Burnet recevait en 2015 Patrick Boudignon, historien, ainsi que le père François Hevet, directeur de la revue Études. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, je vous propose de célébrer un anniversaire avec un peu de retard, celui de la mort, il y a 60 ans, du père Teilhard de Chardin. Alors vénéré ou détesté de son vivant, on ne peut pas dire que ce jésuite, qui était paléontologue, théologien, philosophe, ait laissé ceux qui l'ont approché indifférents. Manquant de peu une condamnation de Rome, pour des raisons qui nous paraissent aujourd'hui, il faut bien le dire, un peu obscures, ce fut aussi un modèle d'obéissance. Alors qui était Pierre Teilhard de Chardin? Quelle fut sa vie? Que retenir de sa pensée 60 ans après son décès? Deux invités pour nous accompagner dans cette réflexion. Patrice Boudignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes l'auteur d'un livre paru en 2008, Pierre Teilhard de Chardin, sa vie, son œuvre, sa réflexion, et c'est paru aux éditions du Cerf. Exactement. Père François Hevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, comme le père Teilhard de Chardin, vous êtes également théologien, vous travaillez beaucoup dans le domaine scientifique, et puis vous êtes l'auteur d'un livre, là aussi sur Teilhard de Chardin, Sauver le cosmos dans les pas de Teilhard de Chardin, qui paraît aux éditions Salvator, et je dois dire aussi que vous êtes le rédacteur en chef de la revue des Études. Alors, peut-être pour commencer, on va essayer de replacer un peu le contexte. On a bien compris que s'il est mort il y a 60 ans, il est né il y a quelques années, au siècle dernier. Qu'est-ce que l'on peut... 134 ans. Voilà, 134 ans. Qu'est-ce que l'on peut dire du jeune Teilhard, enfin, dans quelle famille naît-il et puis quelle est sa formation Il naît en 1881 à Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne. L'Auvergne, on disait que c'était le paradis des géologues. Dans une famille chrétienne, pratiquante, je dirais discrète. Le père de Teilhard de Chardin était ce qu'on appelle un érudit local et faisait valoir ses domaines. Il avait de grandes propriétés terriennes. Éducation religieuse, pensionnaire chez les jésuites, vocation chez les jésuites, formation jésuite assez longue, qui l'amène à ce moment-là, c'est là que les choses sérieuses commencent, à voyager beaucoup. Il va à Aix, il va en Normandie, il va à Jersey, il va en Égypte, je raccourcis beaucoup, oui. en Angleterre, pour devenir jésuite. Et puis, une fois terminée sa formation, deuxième pas important, il devient géologue. Enfin, j'ai raccourci, il rentre au Muséum d'histoire naturelle pour suivre des cours de géologie et obtenir un diplôme de géologue. Teilhard, scientifiquement, est d'abord un géologue. Ensuite, il passe quelques années au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Il est amené à partir en Chine pour des raisons, on en parlera après, assez complexes, mais disons qu'il y part pour faire de la géologie et de la paléontologie pour chercher des fossiles. À ce moment-là commence l'aventure chinoise de Teilhard. Elle va durer plus de 25 ans. On est dans quelle époque? On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le premier voyage est en 1922. Il va faire je ne sais combien d'allers-retours entre la France et la Chine, mais il passera beaucoup de temps en Chine. Il y passera notamment 7 ans, près de 7 ans, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, immobilisé par la guerre. Il reviendra à Paris en 1946. Là, il restera quelque temps à Paris. Puis, ce sera là, à ce moment-là, un véritable exil à New York, où il meurt un peu à l'écart, un peu seul, un peu isolé, en 1955. Voilà.
Alors, c'est un scientifique. Et ça, c'est assez curieux, parce que c'est vrai que quand on rencontre des jésuites, ils sont tous prêtres et ils sont tous profs de théologie, comme vous. C'est assez intéressant. Loin de là. Non, je crois que... alors, il y a un événement sur lequel on pourrait revenir, indépendamment de la question scientifique, c'est la Première Guerre mondiale, qui Oui. joue un rôle décisif dans son itinéraire. Non, alors, à l'époque, c'était pas rare, au 19e et encore au 20e, pour une part du 20e, d'avoir des jésuites dans le domaine scientifique. Et à l'époque de Teilhard, quelqu'un comme le père de Sinetti, par exemple, était paléontologue, alors moins spécialiste, moins homme de terrain que lui. Il y avait aussi d'autres jésuites français, je pense au père Leger, qui était physicien. Bon, donc on a l'Académie des sciences, on a une série de jésuites scientifiques. Il y a une figure qu'on peut mentionner parce qu'elle joue un rôle évidemment dans le parcours de Teilhard, c'est le père Lissan, qui est un jésuite français qui était en Chine, à la fois comme... il y avait beaucoup de jésuites français en Chine à l'époque, hein, à la fois comme missionnaires et puis comme présents dans des travaux divers. Lissan était un collectionneur à la fois de fossiles, de toutes sortes de choses, moins scientifiques que Teilhard, mais enfin... Mais est-ce que ça sent pas un peu le fagot déjà d'être paléontologue, dans le sens où on est quand même à une époque où on hésite beaucoup, et en particulier dans l'Église, à valider l'évolution. À valider l'évolution, et Tout à donc fait. on travaille pile sur des questions qui fâchent. Alors, oui et non, c'est-à-dire, oui, effectivement, c'est un domaine très délicat, c'est clair. En même temps, il y a un enjeu important, et il se trouve qu'il y a, plus largement que les jésuites, un certain nombre de prêtres paléontologues. Bon, le plus connu est l'abbé Breuil, évidemment. L'Institut de paléontologie humaine, où Teilhard a eu son bureau, qui existe toujours, je crois me souvenir qu'il y avait 4 chaires au départ, dont 2 ou 3, je ne sais plus, étaient tenus par des prêtres. L'abbé Breuil, l'abbé Obermeier, un Autrichien, je crois bien, et puis un troisième, je ne sais plus. Enfin, en tout cas les prêtres dans la paléontologie étaient assez nombreux. Et Teilhard, bien sûr. Et c'est assez curieux comme topographie. Donc il y a un côté aussi un peu apologétique, c'est-à-dire le fait d'être paléontologue donne une certaine crédibilité pour montrer une évolution qui peut-être va vers Dieu. Enfin, toutes ces affaires sont un peu mêlées, quoi. Mais pour dire que des prêtres, voire des jésuites, dans le domaine scientifique et dans la paléontologie, c'est pas une exception. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la guerre. C'est vrai que cette Première Guerre mondiale joue un rôle, bon, évidemment, c'est un événement majeur, hein, dans le siècle, mais joue aussi un rôle tout à fait important pour Teilhard, et puis pour tout un tas de gens. Tous les théologiens du Concile de Vatican II, Lubac, ont tous été marqués par la guerre. Qu'est-ce qui se passe pour Teilhard ? La guerre, je dirais, va évidemment prendre Teilhard à bras-le-corps, pour dire. Il est brancardier pendant la guerre. Il est infirmier et il fait une belle... Enfin, il fait montre de beaucoup de courage en allant chercher souvent des blessés sous le feu. Donc la conduite de Teilhard est exemplaire. Il restera caporal toute la guerre. Il déclinera les distinctions. Donc ça, c'est le premier point. Il a la chance, pas une égratignure. C'est un cas. Contrairement à Lubac, par exemple. Contrairement à beaucoup, et contrairement surtout à ses frères. Il perd 2 frères pendant la guerre, et les 2 autres sont blessés. Enfin, de dire que toute la famille souffre, sauf lui. Bon. Pendant la guerre, c'est important pour qui étudie Teilhard, parce que c'est le premier recueil de correspondance avec une cousine qu'il aimait bien, philosophe elle-même. On ne va pas parler de sa cousine, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais il entretient une correspondance très soutenue qui a été publiée par cette cousine et qui est très intéressante. Bon. Teilhard raconte très bien la guerre, enfin très bien, il raconte de façon très vivante sa vision de la guerre. Et là, et il ébauche un peu ce qui sera sa réflexion. Mais enfin, les lettres en elles-mêmes ne suffiront peut-être pas à expliquer tout ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est confronté à l'horreur, il pense quelque chose. Enfin, je veux dire, la pensée de Teilhard, pour vous, elle naît de la paléontologie, elle naît de ses études scientifiques, ou elle naît aussi de la guerre ? Alors vous allez me dire les deux. Elle naît de... Il y a 2 choses. Il y a la formation. Teilhard, et comme Obélix était tombé dans la potion magique, je dirais, il est tombé dans le christianisme à 2 naissances. Sa famille était très pratiquante, sa mère était très pratiquante.
il est chrétien, il est catholique, c'est comme ça. C'est Et ça lui tient au corps. viscéral. Deuxième chose, plus tard, il a une vocation de géologue. Il devient géologue, sans doute par goût, parce que son père lui a appris, était herborisé, on se promenait. Le père Teilhard promenait ses enfants dans la nature et leur montrait, leur apprenait à observer. Et en Auvergne, patrie des géologues. Et devenant scientifique géologue, il le dira dans une note célèbre, dont on reparlera. Il ne va pas voir le paradis terrestre dans la géologie. Il ne va pas voir l'histoire sainte. Il va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de faire comme beaucoup qui, découvrant les contradictions entre la foi et le monde, jettent la foi aux orties et pensent à autre chose, lui, non. Il veut absolument faire coïncider la foi avec sa connaissance scientifique. Donc il va prendre ses connaissances scientifiques, on les résumera tout à l'heure, il va prendre sa foi et il va vouloir rassembler les deux, je dirais, presque à la force du poignet. Et c'est là que se situera l'acte de foi de Teilhard, qui propose une intelligence de la foi chrétienne. La foi chrétienne reste la même, si vous voulez. Mais il a une façon son acte de foi se situe à un endroit un peu différent. D'où la guerre va lui permettre peut-être de prendre conscience. Parce que, comme le disait quelqu'un qui l'a beaucoup étudié, le père Baudry, pendant la guerre, il a eu le temps de penser. Teilhard était très actif, il n'a pas le temps de beaucoup de réfléchir dans ses études, tous ces mouvements que l'on a vus. Il avait beaucoup à faire. La guerre, il n'a rien à faire, parce qu'on ne passe pas son temps à se battre pendant la guerre. Il y a de longs moments où on reste à l'arrière, à attendre que les généraux veuillent bien faire bouger les troupes. Donc il a le temps. Et c'est là où il pense. Et il ébauche sa pensée. Il ébauche la mise en forme de sa pensée. Voilà. Oui, juste pour revenir à la guerre, parce que je crois que c'est vraiment... Allez-y, oui. Oui. Et surtout, dans cette correspondance, on y trouve quelque chose qui surprendra beaucoup ses lecteurs et qui surprend encore beaucoup. C'est une certaine, je ne dirais pas magnification de la guerre, mais idéalisation de la guerre. La guerre est un passage important et presque beau chez Teilhard. Il y a des descriptions de scènes de combat qui sont très poétiques, c'est très curieux. Donc il y a cet aspect, la guerre est-elle un mal ou pas? Ça, on en reparlera après. Vous vouliez dire oui, par rapport à la guerre, il y a dans sa correspondance, effectivement, qui est très importante. Son journal, aussi, qui est publié. Tout n'est pas publié, mais cette partie de la guerre est publiée. Et puis les premiers écrits, un peu systématiques, un peu élaborés. Il y a quelques articles de lui avant, mais on sent que c'est La vie cosmique, écrit en 1916, qu'il envoie à sa cousine, et à différentes personnes, il y a un côté fondateur, c'est-à-dire il y a une sorte de prise de conscience, je dirais, à l'articulation de sa vision géologique déjà cosmique, un peu ample, du problème de la violence et du problème du mal, auquel il est confronté évidemment dans la guerre, de sa foi chrétienne. Enfin, comment tout ça se combine, c'est à ce moment-là que les choses se mettent en place. Et c'est quand même assez frappant, effectivement, parce que Boudiguion a dit, à juste titre, qu'il avait, quand on regarde son emploi du temps, il passait beaucoup de temps à l'arrière, comme tout le monde. Donc il avait le temps de penser et d'élaborer une douzaine, une quinzaine de textes qui sont rassemblés, qui ont été rassemblés dans le titre « Écrit du temps de la guerre », qui sont vraiment, qui portent à la fois sur sa vie intérieure, très mystique aussi, le milieu mystique en particulier, sur le front. Alors effectivement, la nostalgie du front, qui est un grand texte, qui est assez étonnant. Il voit dans ces masses en affrontement quelque chose comme l'engendrement d'un monde nouveau. C'est-à-dire au-delà finalement de la destruction d'un monde, parce que pour beaucoup, et pour lui en particulier, la guerre de 14 signe l'effondrement d'un monde. Et peut-on voir au-delà de l'effondrement d'un monde la naissance de quelque chose de nouveau? Il avait raison, d'une certaine façon. Oui, il était assez prophète. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, à repérer. Il y a vraiment de fondateurs. Je trouve que pour rentrer dans la pensée de Teilhard, il faut commencer par les écrits du temps de la guerre. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le moment fondateur, à mon sens. Alors, on va petit à petit se rapprocher donc de la pensée de Teilhard. Vous avez commencé à l'ébaucher, vous avez montré le lien entre foi et science. Je vous propose qu'on entende un texte qui est extrait du grand livre de Teilhard. Enfin, je ne sais pas si vous me désavouerez, mais c'est Le phénomène humain, qui date de 47, qui est un peu une sorte de synthèse. Il y a deux grands livres de Teilhard. Ah oui, le milieu divin, voilà, qui est écrit avant. Oui. C'est les deux qui voulaient voir publier.
le milieu divin, donc qui est un peu son lieu de spiritualité, mais qui donne la clé du phénomène humain. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est que le phénomène humain a été publié après sa mort, en 1955, pour en revenir sur cette affaire de publication, après sa mort, avant le milieu divin. Alors que le milieu divin est écrit antérieurement au phénomène humain. Il y a une espèce d'inversion qui s'est produite et qui peut donner le sentiment... Alors, bien sûr, le phénomène humain est plus abordable parce que c'est un livre qui se présente comme un traité scientifique, mais en même temps, le milieu divin, c'est l'expérience personnelle de Teilhard. Et je pense que pour comprendre Teilhard, il faut rentrer par l'homme, c'est-à-dire par l'expérience qu'il a vécue, qui est un peu la clé. Enfin bon, pour en revenir sur comment lire Teilhard, parce que c'est un point effectivement un peu compliqué, mais je trouve que les deux ne peuvent pas être dissociés. Voilà, excusez-moi de cette incidence. Donc le phénomène humain, c'est dans la préface, et il expose un peu son projet. Donc on écoute le père Teilhard de Chardin. Étudié étroitement en lui-même par les anthropologistes et les juristes, l'homme est une chose minime, et même rapetissante. Son individualité trop marquée masquant à nos regards la totalité, notre esprit se trouve incliné, en le considérant, à morceler la nature et à oublier de celle-ci les liaisons profondes et les horizons démesurés. Tout le mauvais anthropocentrisme. D'où la répugnance encore sensible chez les savants, accepter l'homme autrement que par son corps, comme objet de science. Le moment est venu de se rendre compte qu'une interprétation même positiviste de l'univers doit, pour être satisfaisante, couvrir le dedans aussi bien que le dehors des choses, l'esprit autant que la matière. La vraie physique est celle qui parviendra quelques jours à intégrer l'homme total dans une représentation cohérente du monde. Vous écoutez La Foi prise au mot sur Teilhard de Chardin. Régis Burnet recevait en 2015 Patrice Boudignon, historien, ainsi que le père François Hevet, directeur de la revue Études. Alors voilà, on a entendu un peu cette préface qui est censée être un peu facile à lire. Alors les téléspectateurs, le texte a défilé et se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de majuscules. C'est une pensée avec des majuscules. Oui. On parle de l'histoire, on parle de la totalité, on parle de la nature. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage ? Ça résume bien. Teilhard. Globalement, Teilhard est j'emploie un terme technique, est moniste. Il y a une unité entre la matière et l'esprit. Il a un texte très célèbre dans lequel il dit que l'esprit, lui, au fond de la matière, et au fond, l'esprit va surgir de la mise en mouvement de la matière. Ensuite, lui, il voit plus l'homme comme le phénomène humain, comme un ensemble, il voit en termes paléontologiques, on parle de phylum, le phylum humain, toute cette espèce humaine qui commence très haut, très loin, très en arrière dans le temps et qui se développe aujourd'hui, et il le voit comme un tout qui occupe la Terre. L'individu disparaît un peu chez Teilhard, dans la réflexion teilhardienne. Il n'a pas vraiment de propos sur l'individu. Et c'est un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Comment vous le lisez, vous, ce texte ? Oui, le phénomène humain, c'est de fait une question qui va progressivement émerger dans sa pensée. Au début, donc, l'entrée, effectivement, est plutôt géologique, paléontologique, un petit peu globale, cosmique, si on veut. Progressivement, il prend conscience, effectivement, que, comme il dit, comme il l'écrit, l'homme révèle le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le phénomène humain qui nous permet d'appréhender le cosmos. C'est-à-dire, c'est une démarche qui est, on peut dire, anti-réductrice. La science classique, si on veut, réduit la chimie à la physique, la biologie à la chimie, donc à la physique, etc. Donc finalement, c'est le jeu des atomes qui va expliquer pour Teilhard, cette sorte d'intuition qui va essayer de faire passer que c'est l'homme qui est la clé de compréhension du cosmos. C'est un peu l'inverse, si on veut. Alors effectivement, est-ce que c'est l'humanité comme espèce, comme idée, ou est-ce que c'est la personne humaine avec sa liberté ? Il y a quelque chose que je ne trouve pas très facile Teilhard à la fois est un homme de relation, est un homme qui a le sens des personnes dans sa vie
personnel, mais qui, effectivement, dans ces textes plus systématiques, comme dit Patrick Vaudillon, n'a pas forcément le sens de l'individu. C'est un peu les grandes masses, voilà. Il y a une sorte de paradoxe là-dessus. Alors, je dirais plus globalement, Teilhard est un chercheur. Pour moi, Teilhard, c'est vraiment un chercheur. C'est l'homme qui a d'intuition, qui sont formés à travers les différents moments qu'on a évoqués tout à l'heure. Un homme d'intuition qui va tenter de mettre en forme tout ça, avec ce tâtonnement qui voit aussi à l'œuvre dans l'évolution. C'est-à-dire, c'est très cohérent finalement à sa démarche. Il a le sens que la réalité du monde est en évolution, c'est-à-dire historique. C'est-à-dire qu'elle est faite d'événements qui succèdent, dont on doit pouvoir trouver une cohérence, mais qui est toujours en devenir finalement. Donc il y a toujours ce côté un peu tâtonnant. Ce qui fait qu'il faut, à mon avis, se garder de faire de la pensée Teilhard un système, d'un teilhardisme, un système tout bouclé. Donc, je crois que c'est une sorte de recherche permanente où il va tâtonner. Alors, il a à la fois un style grandiose qui veut donner le sentiment d'une sorte de récapitulation. Bon, et en même temps, voilà, c'est cette recherche permanente. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, sur le cœur de la pensée, c'est une sorte d'évolution historique, tout est historique. Et on a ce qu'il appelle, alors, ou l'hominisation ou le phénomène humain, c'est, vous me corrigez, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste de la pensée de Teilhard, j'ai l'impression que c'est une sorte de mise en continuité de l'évolution géologique, avec une sorte d'évolution spirituelle. Est-ce que c'est ça le cœur de Teilhard? Oui. Il n'y a qu'un seul... Il y a une cosmogénèse, la matière, puis de la matière va surgir l'esprit, puis de l'esprit dans l'homme d'ailleurs. D'où le rôle central que se met à jouer le phénomène humain dans l'évolution, qui est la place qui est faite à l'esprit dans l'évolution. Oui. Le point d'aboutissement? Point oméga. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être une chose importante à préciser. L'histoire chez Teilhard, on peut dire, est aspirée par la fin. C'est-à-dire, c'est pas un enchaînement mécanique de choses, de causes, qui fait que il y a les atomes qui en cause, qui est un peu l'explication scientifique. C'est finalement, il y a un attracteur au terme, qui, je crois, est une intuition spirituelle, si on veut, c'est-à-dire un verset de l'Épître aux Corinthiens qui revient fréquemment sous la plume de Teilhard, c'est Dieu tout en tous. C'est-à-dire, c'est la communion universelle. Enfin, pour moi, c'est une clé de compréhension. Enfin, chacun a un peu ses clés pour essayer d'entrer dans cette cathédrale, dans cette basilique, dans cet immense univers qu'a la pensée de Teilhard. Pour moi, c'est une clé de compréhension, c'est-à-dire qui aussi provient de la guerre. C'est le sentiment que finalement, ce à quoi aspire l'humanité, c'est au rassemblement, à la communion, à la fraternité, en dépit de la violence. C'est aussi la guerre est importante parce que la violence existe, mais faut voir au-delà, quoi. Et au-delà des divisions, au-delà de la violence, il y a cette communion. Et que finalement, cette communion universelle donne la clé de compréhension de tout le mouvement évolutif et cosmique. Donc le point oméga, c'est pas une sorte de fusion ou d'anti-Big Bang, ou je sais pas quoi, il y a le Big Bang au départ, puis Big Crunch à la fin. C'est plutôt un rassemblement. Alors, je trouve une difficulté, pour moi, qui est un peu... j'aurais aimé lui poser la question s'il l'avait rencontré. C'est un peu tard maintenant, 60 ans après. J'arrive un petit peu tard dans l'histoire. C'est de dire, mais comment il arrive finalement à combiner cette sorte d'attracteur un peu gravitationnel qu'est le point oméga et la liberté de la personne humaine dont il est, je crois, auquel il est profondément sensible, à laquelle il est profondément sensible. C'est-à-dire, la personne humaine est profondément libre. Alors, il le dit, il parle beaucoup de risques, il parle beaucoup de tâtonnement, il parle beaucoup justement que le progrès n'est pas absolument assuré. Il y a ce double mouvement qui n'est pas forcément facile à c'est effectivement, il y a cette attraction qu'évoquait Franck Suévé, ce point oméga qui pas vraiment attire, mais qui... Donc c'est quoi? C'est la fin de l'histoire? C'est la fin suite de l'histoire. D'accord. Je ne sais pas si et est-ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est Dieu? Oui, alors, c'est là... mais les enchaînements existent aussi, c'est ça la difficulté. C'est qu'il y a les enchaînements de l'évolution,
Oui. le darwinisme, Oui, oui. la sélection naturelle. Teilhard est tout à fait attaché et ouvert et est un paléontologue Et en même temps, il y a... Alors les créationnistes peuvent s'emparer de la chose, oui. Teilhard est créationniste. Non, il n'est pas créationniste, parce que, comme le dit François Vey, il y a bien la liberté. Et c'est là la difficulté. L'individu est libre chez Teilhard. Il est libre. Il peut faire toutes les bêtises qu'il veut. La grande bêtise, la grande horreur de la Shoah, pour prendre un peu le sommet, a fait l'objet d'un bref débat dont on a des témoignages. C'est pas Teilhard qui le raconte, ni Gabriel Marcel qui était en face. Gabriel Marcel lui dit vous croyez à la bonté, vous croyez au bien, mais il y a eu la Shoah. Et Teilhard a eu cette réflexion qui peut paraître épouvantable. Pour que l'homme soit parfaitement homme, il faut qu'il ait tout tenté. Donc Teilhard dit on va faire n'importe quoi à l'échelon individuel. Ce sont des individus qui ont fait la Shoah, c'est pas l'humanité. Et l'humanité a corrigé cette Shoah. Alors évidemment l'histoire nous montre la correction. Donc il pousse jusqu'au bout cette logique du raisonnement. L'individu peut faire le mal, mais c'est corrigé par la masse humaine. Mais la masse humaine en tant que telle, parce que l'évolution dit progrès. C'est ça. Elle progresse. C'est profondément un optimisme. Et donc c'est profondément un une optimiste. manière de... Et il a cette phrase très belle dans une de ses lettres. À Léontine Zanta, il lui dit, mais au fond, tout progresse sous l'action du bien, et la matière se plie au bien comme la cire se plie à la chaleur, au moulage avec la chaleur. Voilà l'image. Mais ça laisse la place au mal individuel. Et Teilhard, là, n'a pas beaucoup de réponses. Il fait confiance. Ben oui, c'est le problème des philosophies optimistes. C'est-à-dire qu'il a... Alors, en même temps, encore une fois, il a vécu la guerre de 14 de l'intérieur. Il était à Verdun, il n'a pas vécu de l'état-major. Il a vécu vraiment... Il était dans les tranchées. Donc, d'une certaine façon, il n'a pas... Alors, la Shoah, il a vécu, comme a rappelé Patrice Boudignon, il a vécu l'occupation japonaise à Pékin, mais il l'a vécu... il en a souffert, mais enfin, il n'a pas été déporté, il n'a pas été arrêté. Bon. Et donc, il dirait, pour lui, à certains égards, la Shoah est plus abstraite que la Première Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale, c'était déjà le mal, sinon absolu, je me méfie un peu l'expression mal absolu, mais enfin, en tout cas, un mal profond, radical, qu'il a vécu. Il avait déjà, on peut dire, traversé cette expérience. Donc, pour lui, même, des choses comme la Shoah ne met pas en question cette espérance. Je préfère parler d'espérance, même si lui, on peut le mot optimiste. Espérance. Mais... en tout cas, je préfère parler d'espérance, cette espérance que le bien, la communion, la fraternité l'emportera. On peut dire, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, bon, il y a eu la Shoah, il y a eu tous les massacres, etc., mais il y a eu la construction européenne, il y a eu la réconciliation franco-allemande, quand même durable. Bon, alors, même si la construction européenne, actuellement, quelques difficultés, des difficultés, il y a quand même... Enfin, voilà, je pense qu'il faut tenir au moins cette ambivalence de l'histoire. Et pour Teilhard, ce regard positif, c'est ce qui nous permet d'agir pour que l'histoire continue à progresser. C'est-à-dire, si je désespère de l'histoire, si je considère comme son ami Boussac, par exemple, en Première Guerre mondiale, collègue géologue de Lakato, qui va mourir du reste, pour qui vraiment c'est la fin de l'histoire, parce qu'il n'y a plus rien à attendre de l'humanité, voilà. À ce moment-là, je suis paralysé. En fait. À quoi bon entreprendre pour améliorer l'humanité si je suis persuadé que tout ça conduit à la catastrophe? Donc, le fait d'être optimiste, même s'il y a, on peut dire, une part de naïveté, m'encourage à travailler pour favoriser ce progrès humain. Alors je reviens sur le fameux point oméga, qui est donc le point vers tout converge, vers quoi tout converge. C'est quoi? C'est Dieu, c'est le Christ, c'est la fin de l'histoire? C'est le corps du Christ, si vous voulez. Donc c'est l'Église. Il confond... Il ne parle pas beaucoup de l'Église, Teilhard. Il parle plutôt du corps du Christ. Non, mais de l'Église, pas au sens du Vatican. Non, j'ai bien compris. C'est le corps du Christ. C'est la dimension extrême du Christ. Si vous voulez. Pour Teilhard, le Christ est plus dans cette vision globale de l'humanité achevée, ou en achèvement, que l'homme terrestre. Si vous voulez. Et alors, c'est de l'ordre de la récapitulation, comme les vieux penseurs, enfin, qu'on trouve déjà dans l'Épître aux Éphésiens et chez Origène. C'est l'idée que tout a été lancé dans le cosmos et tout va revenir
Oui, tout à fait. vers le verdict. Oui, c'est la récapitulation de l'Épître aux Éphésiens. Enfin, là, le modèle, encore une fois, est très paulinien. C'est vraiment tout en Christ. Enfin, les grands textes, peut dire, bibliques. Teilhard n'est pas un exégète de la Bible, hein, mais il a quand même quelques repères intéressants. Donc, c'est l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens, j'ai cité l'Épître aux Corinthiens, du tout en tous, et le prologue de Jean. Il y a quelques textes comme ça qui sont des textes justement de synthèse qui sont marquants pour lui. Pour conclure sur cette question disons, du regard par rapport à la souffrance et au mal, je vous propose qu'on entende un deuxième texte. Alors c'est un texte un peu particulier parce que c'est un texte qui est une préface, c'est pas un écrit, j'allais dire, de réflexion, même s'il y a une réflexion tout à fait intéressante. C'est la préface à un livre que sa sœur, Marguerite-Marie Teilhard-Chardin, avait écrit. Marguerite-Marie Teilhard-Chardin elle était paralysée, je crois, enfin, elle avait une grave maladie, et elle a passé sa vie dans son lit. Et voilà ce que dit Teilhard, justement, on va l'écouter. Donc c'est la préface que donne Teilhard-Chardin à l'énergie spirituelle de la souffrance de sa sœur Marguerite-Marie Teilhard-Chardin. Pour un observateur parfaitement clairvoyant, et qui regarderait depuis longtemps de très haut la Terre, notre planète apparaîtrait d'abord bleue de l'oxygène qui l'entoure, puis verte de la végétation qui la recouvre, puis lumineuse de la pensée qui s'intensifie à sa surface, mais aussi sombre, toujours plus sombre, d'une souffrance qui croît en quantité et en acuité au même rythme que monte la conscience au cours des âges. Oui, plus l'homme devient homme, plus s'incruste et s'aggrave dans sa chair, dans ses nerfs, dans son esprit, le problème du mal à comprendre et du mal à subir. Et c'est ici qu'intervient dans son rôle irremplaçable l'étonnante révélation chrétienne d'une souffrance transformable, pourvu qu'elle soit bien acceptée en expression d'amour et en principe d'union. Oui, vraiment le miracle, constamment renouvelé depuis 2000 ans, d'une christification possible de la souffrance. Ô Marguerite, ma sœur, pendant que, vouée aux forces positives de l'univers, je courais les continents et les mers, passionnément occupé à regarder monter toutes les teintes de la terre, vous, immobile, étendu, vous métamorphosiez silencieusement en lumière au plus profond de vous-même les pires ombres du monde. Au regard du Créateur, dites-moi lequel de nous deux aura-t-il eu la meilleure part ? Vous écoutez La foi prise au mot sur Teilhard de Chardin. Régis Burnet recevait en 2015 Patrice Boudignon, historien, ainsi que le père François Hevet, directeur de la revue Études. Voilà, c'est un texte que je trouve absolument magnifique. Enfin, et puis ça corrige un peu l'image, comme vous disiez, d'un Teilhard-Chardin un peu dogmatique, un peu difficile à lire. On sent que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Personnellement, il était ouvert à la compassion, sans aucun doute. Alors, je voudrais revenir à ce qu'on disait sur ces questions d'évolution et de. Est-ce que vous diriez qu'un scientifique actuel signerait ces choses-là ? Est-ce que pour vous, ça a encore une valeur scientifique, ou est-ce que ça aide à penser la science, ou est-ce que c'est les années 50 et c'est terminé ? Scientifiquement, Teilhard fait partie de l'histoire des sciences, mais de son vivant, normal, il a été un scientifique reconnu. Il a eu des distinctions, autant l'Église ne lui a pas donné beaucoup de distinctions, c'est un euphémisme, autant les scientifiques lui ont donné des distinctions. Il sera membre correspondant de l'Institut des sciences, il a eu une médaille américaine, l'Académie des sciences. Enfin, il est un scientifique reconnu. Et on le voit bien dans sa correspondance, il est en correspondance avec le monde scientifique paléontologique à l'époque est beaucoup plus restreint, il en fait partie indéniablement. Ce côté-là, il y a aucun... Et ce qu'il a dit est très correct, n'est pas remis en cause, simplement ça a vieilli. Oui, ce qui est normal. Est-ce que ça aiderait, alors peut-être pas le scientifique, mais celui qui veut penser la science encore, cette pensée-là est-ce que ça permet de faire le chaînon manquant, si vous voulez, entre le matérialisme scientifique et une forme de spiritualisme ? Je trouve qu'il y a une sorte d'ambiguïté chez lui, peut-être insuffisamment réfléchie sur le plan de l'épistémologie, comme on dit pour faire savant, c'est-à-dire de la réflexion sur la démarche scientifique. Il cherche, on a entendu, à faire une sorte de science de l'homme, enfin de faire de l'homme un objet de science, en distinguant le dehors, c'est-à-dire la vision objective de l'homme, et le dedans, la dimension plus existentielle. Bon, peut-on faire une science
du dedans, de la subjectivité, sans l'objectiver. Ben, je trouve que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément plutôt intéressant. Enfin, il y a une amorce je trouve très intéressante, c'est justement son désir de ne pas séparer, de ne pas séparer radicalement ce qui serait de l'ordre de scientifique, objectif, etc., de ce qui serait de l'ordre plus philosophique, métaphysique, etc., mais vraiment dans deux domaines qui s'ignorent. Là, essayer de penser ensemble, et encore une fois, c'est justement l'homme clé de compréhension du monde, c'est comment l'expérience humaine permet de comprendre le monde. Mais ça, je dirais, bon, il amorce quelque chose d'intéressant, mais qui demanderait à être réfléchi davantage sur le plan de la réflexion sur la science, enfin de l'épistémologie. Et puis sa vision de l'évolution progressive, tendant vers l'homme, etc., ça évidemment pose pas mal de questions aux darwiniens convaincus. Enfin là, beaucoup là, il faudrait évidemment poser la question à un biologiste ou un paléontologue pour avoir l'opinion actuelle, disons, de la communauté scientifique sur cette vision-là. Mais là, c'est plus problématique. Enfin là, on a une vision aujourd'hui beaucoup plus buissonnante de l'arbre de l'évolution. Bon, enfin ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Oui, vous voulez dire que la façon dont il voit une sorte de continuité, alors que maintenant on voit qu'il y avait des coexistences entre des groupes humains, enfin, des races humaines différentes. C'est plus buissonnant. Lui, il voyait des convergences. Bon, là il faudrait laisser des scientifiques débattre de la question. Je vais pas. Est-ce que ça peut aider le chrétien à avoir une vision de la science qui lui permette de se réconcilier d'une certaine façon avec la science? Oui. Je pense que là, oui, pour le coup, le fait de ne pas vouloir séparer radicalement ce qui relève de la foi, de l'expérience radicalement personnelle, et qui reste radicalement personnelle, mais justement, qui n'est pas absolument séparé du travail scientifique comme tel. Là, il y a quelque chose qui, effectivement, reste, je trouve, pertinent pour nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Bon, alors maintenant, on va enfin aborder les questions qui fâchent. Parce que vous l'avez dit plusieurs fois, Patrice Poudignon, Teilhard a été un peu en délicatesse avec l'Église. On a parlé de condamnation, on a parlé disons qu'il y avait quelques problèmes. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est le fond de la question qui a un peu heurté, à part la question paléontologique, qui a heurté les théologiens du Vatican? Enfin, du Vatican, et peut-être pas que du Vatican d'ailleurs. C'est une longue histoire. Ça commence avec une note sur le péché originel où Teilhard disait que dans la terre, il ne trouvait pas trace du paradis. C'est un peu, j'exagère un peu, mais c'est ça à la base. Cette note qui devait être restée confidentielle, Teilhard a la naïveté de la remettre à quelqu'un, un jésuite qui connaît peu au fond. D'ailleurs, il y a une lettre où il dit « Ah là là, j'aurais pas dû la remettre ». Et cette lettre, évidemment, arrive au Vatican et il se fait convoquer par ses supérieurs, Teilhard, je résume, et il reçoit un avertissement de ne plus avoir à s'occuper de ces questions-là. Alors, à ce moment-là, la Chine tombe bien. Émile Lissan lui propose de venir l'aider. Il part en Chine, il va y rester très longtemps, à faire des allers-retours. Il espère que, pendant ce temps-là, les choses se calmeront à Rome. Rome espère qu'il se fera oublier. Et rien, ni l'un ni l'autre, les choses en restent en l'état. Et tout s'aggrave assez brutalement au lendemain de la guerre, quand il revient à Paris, où il prend la parole en public, il critique la hiérarchie, et là, à ce moment-là, il reçoit un ordre de se taire et de partir, de se retirer. Et c'est là où il part à New York. Alors, donc il obéit. Il obéit. Ça, il est jésuite. Hein. Vous savez, il y a des jésuites qui ruent dans les brancards aussi. Hein. Oui, non, mais... ce que je veux dire, c'est que par rapport à... Alors, il est un peu plus jeune que la grande génération moderniste des Loisy, qui, finalement, promettent de se taire, mais ne se taisent pas. Donc, lui... Il y a un peu de ça, mais il arrivera pratiquement pas à se faire publier, si vous voulez. D'accord. Hein. Et au lendemain de sa mort, ses écrits sont publiés massivement par sa secrétaire. Ils connaissent une notoriété forte. Alors là, il y a un instant de célébrité de Teilhard très très fort. Et le Vatican émet en 1962, ou 61, enfin 62. Quelques années, 62, un avertissement. L'avertissement, le texte est assez dur. Hein, il dit il y a des errements, c'est critiquable, c'est des faussetés, enfin, terme très dur. Ce monitum sera réitéré 20 ans après par l'Osservatore Romano,
pour dire, parce qu'il y avait des débats avec Vatican II, non, Teilhard n'est toujours pas d'actualité, veuillez vous abstenir de lire Teilhard. Il n'y a pas une interdiction, mais quand même. Donc il y a une condamnation. Teilhard l'avait bien vu, cette difficulté. Son schéma, ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre ce tâtonnement qui progresse vers le Christ et ce Christ qui attire, c'est la place du Christ, si vous voulez, du Christ, surtout de la révélation. La révélation chrétienne part de l'homme-dieu, fils de Dieu. Hein, et Teilhard, cette place de l'homme-dieu, fils de Dieu, il ne sait pas très bien où la mettre dans son schéma. Il y a quelque chose, il dit, le Christ, c'est le Christ du point oméga qui enveloppe tout, qui est complet, qui est à l'échelle du cosmos, et il ne laisse pas... il y a une mauvaise place pour le Christ de la révélation, enfin de l'histoire. Et en plus, c'est ce que disait François tout à l'heure, quelle place reste-t-il à l'initiative divine, l'initiative du Christ dans le schéma de Teilhard? Est-ce que c'est le tâtonnement évolutif ou est-ce que tout ça n'est pas très clair, n'est pas... Et l'Église n'a pas eu envie de ce débat, elle l'a repoussé. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est gênant pour l'Église et la révélation, c'est la place de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle divin, quand même, quelque part. Or, chez Teilhard, il va sortir des tâtonnements évolutifs, l'esprit, hein, puisqu'il y a de la matière qui pense et qu'elle a toujours pensé la matière, pour Teilhard. Donc, c'est difficile à comprendre. Et puis, il y a un troisième point qui est important, dont on a peu parlé, c'est que Teilhard... Il a d'ailleurs écrit un texte qui s'appelle « La mystique de la science ». Il a foi dans le progrès scientifique. Il y a des pages sur le progrès scientifique qui sont absolument fortes. Et Teilhard est eugéniste, au sens noble du terme. Il le dit, un eugénisme noblement humain. Donc, vous voulez dire donc on se débarrasse des faibles? Oui, alors l'eugénisme a connu de mauvais jours. Je ne dis pas que c'est un eugéniste politique, mais c'est que la nature... il n'est pas pour se débarrasser, mais il est pour améliorer l'homme. Et il n'hésite pas à faire entrer la science, la médecine, pour améliorer l'homme. Donc là, je ne sais pas, il n'y a pas un véritable traité là-dessus, mais Teilhard est très admirateur et à foi en le progrès. Il a une confiance totale dans la science et dans le scientifique. Hein. Oui. Il y a des scientifiques qui sont dévoyés, ils ne le voient pas, ça. Il parle d'eugénisme noblement humain. Or, l'Église est quand même, se pose aujourd'hui en garant de la personne humaine. Donc là, il y a quelque chose aussi qui est peut-être pas essentiel, mais qui éloigne un peu, je dirais. Est-ce que vous allez le défendre? Alors, deux, trois petites précisions. Alors, effectivement, ce monitum est une affaire un peu curieuse. 62, c'est le début du Concile Vatican II, donc on peut être surpris d'avoir ça. Pour quelqu'un qui est mort, 7 ans avant. Qui est mort 7 ans avant. Alors, ce qu'il y avait eu, c'est que juste avant, la publication du livre du Père de Lubac, qui était la pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, qui est une présentation positive de Teilhard, qui avait été évidemment attaqué par des milieux intégristes. Donc, de Lubac a fait ce livre d'un théologien qui commençait à être reconnu, même s'il lui aussi avait eu des ennuis. Oui. Mais en 62, il était nommé expert au Concile, donc il avait comme une autorité. Donc, à la défense de Teilhard, d'où l'insistance du milieu intégriste qui voulait une condamnation formelle de Teilhard. Et le monitum est une sorte de... C'est un avertissement en latin, monitum. C'est une sorte de compromis, finalement, pour de dire il y a effectivement des expressions discutables dans le Teilhard, ça, tout le monde le reconnaît, et Teilhard serait le premier à le reconnaître. Hein. C'est un chercheur, donc forcément, ces expressions ne sont pas abouties. Et ça, en même temps, c'est important aussi qu'il fasse reconnaître que la théologie est aussi une recherche. C'est-à-dire une sorte de démarcation par rapport à un dogmatisme que certains milieux voudraient identifier à la théologie. Donc ce monitum a une fortune effectivement un peu, qui est avec des va-et-vient selon les autorités qui la reçoivent. Bref, c'est une histoire un peu compliquée. Alors, pour terminer sur l'actualité récente, l'encyclique Laudato Si de François est le premier texte d'encyclique d'un pape à citer Teilhard favorablement. C'est intéressant à relever. Oui. Est-ce que Paul VI l'avait cité de manière un peu ambivalente? Bon, voilà. Alors, pour revenir carrément en arrière, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le texte donc, sur le péché originel, qui est un texte privé, 1923, c'est en pleine crise moderniste, ou en plein rebondissement de la crise moderniste. C'est-à-dire d'hypersensibilité
des milieux officiels de l'Église, du magistère, à l'égard de l'histoire, à l'égard du péché originel, une sorte de clé, une sorte de verrou presque obsessionnel, on peut dire, du magistère de l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est la nécessité de la rédemption. C'est l'opposition à toute visée progressiste, évolutive, etc., qui donne le sentiment que l'humanité s'améliore, va de mieux en mieux, etc. Bon. Défendre le péché originel, c'est non seulement défendre l'essai de la rédemption, mais défendre aussi l'idée d'une sorte de mal radical présent dans l'homme, etc. Donc à la fois, je trouve qu'il y a, indépendamment des questions aussi politiques, ecclésiastiques, de débats entre différents clans, bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, ça nous prendrait plus du temps. Le débat autour de la question du mal, finalement, est-ce que Teilhard ne pêche pas par excès d'optimisme? On a déjà abordé la question. Oui. Par excès d'optimisme, c'est-à-dire finalement le mal, ben, ça va se résoudre, le progrès humain, ça ira de mieux en mieux, etc. Une image qui quand même est discutable et discutée. Hein. Est-ce que l'humanité progresse? Est-ce qu'elle s'améliore? Ça, c'est pas évident. Donc, je dirais, ce qui est très dommage, c'est de ne pas avoir laissé ce débat se déployer. Effectivement, il y a une vraie question, indépendamment d'affaires dogmatiques, etc., bon, de formulation, etc. Il y a une vraie question ici. Cette affaire du péché originel, c'est la question du mal, et cette question du mal mérite d'être discutée, et c'est très dommage qu'on n'ait pas laissé à Teilhard la possibilité de le discuter plus librement. Alors je continue à faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une pensée panthéiste? Patrice Boudignon l'a très bien dit. On voit bien qu'il a des difficultés avec l'esprit comme personne. L'esprit, on a l'impression que c'est une sorte de courant d'énergie. Il écrit lui-même qu'il a l'esprit naturellement panthéiste. C'est-à-dire il y a cette intuition de la présence de Dieu dans le monde, dans la pas simplement aussi. par-dessus, Oui. pas simplement une transcendance extérieure, mais une immanence de Dieu au sein du monde. C'est aussi un des gros dossiers très intéressants. Et je trouve qu'il va essayer justement d'articuler cette immanence de Dieu qui est assez classique, si on veut, dans la pensée chrétienne. Il n'y a aucun problème. Même si à l'époque moderne, on a plutôt valorisé la transcendance par rapport à l'immanence. Oui. Et effectivement, Blondel a eu aussi pas mal d'ennuis à défendre une immanence divine dans le monde. Donc là, cette articulation qui va tenter de formaliser, avec évidemment la difficulté, en plus, il n'est pas théologien formellement. Dans une division du travail, justement, on veut éviter à tout prix les mélanges de genres, c'est un scientifique qui fait son travail de scientifique, mais qui ne se mêle pas à faire de la théologie. Or, Teilhard défendra toujours l'idée, que je trouve valable, qu'on ne peut pas dissocier complètement ces domaines. Benoît XVI serait tout à fait d'accord. Absolument, non, mais c'est pour ça, bien sûr. Et donc, que son travail scientifique donne à penser aux théologiens. Donc, voilà, alors, ces tentatives, effectivement, là aussi, on peut discuter ces formulations. Bon, si on isole des phrases, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Si on prend sa pensée dans son ensemble, elle reste profondément inspirante pour essayer d'articuler toutes ces questions. Donc, il a le mérite de soulever toutes ces questions énormes. Bon, et puis après ça, maintenant, débrouillez-vous avec, essayez de penser avec ça. Quoi. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question sur comment lire, finalement, Teilhard de Chardin, par quoi commencer. On a l'impression, et vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est une pensée foisonnante. C'est une pensée qui n'est pas forcément très facile. Enfin, je veux dire, la syntaxe, la rhétorique, c'est quand même assez difficile. Oui, il y a un style. Il y a un style qui est un peu lourd. Qu'est-ce que vous conseillerez? Comment rentrer dans Teilhard de Chardin? En lisant la biographie. Alors, vous l'avez dit, non, mais c'est-à-dire en lisant des biographies, parce que c'est vrai que c'est une manière aussi de rentrer dans une œuvre par l'homme. Il y a une vie passionnante qui sert de support, si vous voulez, donc c'est toujours ça. Puis on donne des extraits, de le lire par extrait, si vous voulez dire, de lire des textes. Teilhard n'a jamais eu le droit d'être publié, parce qu'il demandait l'autorisation. Il ne l'avait pas. Ses livres, parce qu'il y a pas mal d'articles publiés. Il a publié des articles, mais enfin,
Oui, c'est dans vrai. l'étude, dans la revue des C'est questions vrai. scientifiques. Enfin, c'était quand même très restreint. Et il n'a jamais eu en face de lui l'opinion des lecteurs, si vous voulez. Oui. Donc, ces livres manquent un peu d'achèvement, de mise en forme. Je ne parle pas, la langue est bien écrite, enfin, le style est bien écrit, tout ça. Mais, et puis, il le dit tout le temps, il y a plus de 200 essais de Teilhard. Chaque fois qu'il termine, et dès qu'il en a terminé un, il dit « Ah, il faut que il est toujours à la recherche. » Alors, par lequel commencer? Voilà. Je n'ai pas... il faut lire quelques biographes, mettons un pluriel, et se lancer après en fonction de ce qu'on trouve comme citation. Si vous voulez. Il n'y a pas vraiment un livre, un essai de Teilhard qui résume. Le phénomène humain, si on le prend comme ça de but en blanc, il faut vraiment une bonne introduction pour le maîtriser. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a... Oui et non. Enfin, oui, ça dépend. Alors après ça dépend du type de lecteur. Est-ce qu'il est plutôt scientifique, plutôt mystique sa correspondance, je trouve, différentes correspondances. On a publié récemment la correspondance à ses amis béguins, la correspondance, les lettres de voyage qui étaient un peu plus générales, y compris des lettres à sa cousine. Les écritures de la guerre, je trouve, pour moi, ça a été important. Le milieu divin, je trouve, est un texte qui est souvent très fort. Bon, le phénomène humain peut-être plus difficile d'abord. Voilà, je pense qu'en fonction, des personnes, il y a différentes entrées. Mais effectivement, certains de ces essais, et puis les essais plus systématiques sont peut-être plus techniques et moins évidents quand même, puis très disparates aussi, pas très facile. Enfin, voilà, il y a un ensemble, il faut essayer, tâtonner, et puis... Comme Teilhard. Comme Teilhard, exactement. Très bien. Très bien, écoutez, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres. Donc, vous en avez déjà parlé, Patrice Boudignon, Pierre Teilhard Chardin, sa vie, son œuvre, sa réflexion. Donc, il s'agit d'une biographie de Teilhard Chardin. Et puis, François Heuvet, Sauver le cosmos dans les pas de Teilhard Chardin. Donc, c'est paru va paraître courant novembre aux éditions Salvator. Peut-être d'un mot, parce que là, on a bien compris ce qu'était une biographie. Qu'est-ce que c'est que Sauver le cosmos dans les pas de Teilhard Chardin? Vous avez, 30 secondes. L'avenir de la planète est en cause actuellement du fait de la crise écologique. Est-ce qu'un auteur comme Teilhard de Chardin peut nous aider à penser cette situation contemporaine? Quelqu'un qui a vu la présence de Dieu au sein même du cosmos, dans la matière, doit nous inciter à agir en faveur de l'environnement, mais peut-être aussi avec des questions, des problèmes qui soulèvent, qu'on peut discuter. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion, cette crise écologique est l'occasion de redécouvrir Teilhard. Merci. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir Teilhard Chardin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission si vous n'avez pas tout compris ou si vous avez envie de revoir les textes, de réentendre les textes, de relire les textes. Vous pouvez donc retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.